Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de ce 20h. Le ministre d'État Abdoulaye Biotcha né au palais impérial de Niki. Il est porteur d'un message de soutien du chef de l'État aux communautés Batambu, Bo et Assimili. À l'Assemblée nationale, la loi portant modification et complétant la charte des partis politiques a été adoptée à l'unanimité. C'est une proposition d'un groupe de députés accueillis par le PER comme étant la mise en œuvre de l'une des recommandations du dialogue politique. Et puis, vous vous souvenez de l'entretien du chef de l'État avec des journalistes de la presse internationale. Les réactions de quelques Béninois dans ce journal. Entretien du chef de l'État donc avec les journalistes de la presse internationale, Radio France Inter et France 24. Des Béninois rencontrés à Cotonou se prononcent au micro de Rachidatou Biomama. Moi, je voudrais remercier le chef de l'État. Il a choisi une chaîne internationale. C'est sûr, ce n'est pas anodin. Il a voulu passer un message. J'ai suivi son interview. Je crois qu'il a atteint son objectif. La preuve, il semble que la France aurait réagi à l'une de ses réponses. L'objectif pour lui, c'est surtout par rapport à la révision. Il voulait rassurer la communauté internationale par rapport à ce choix et qui marque une fois encore que le Bénin est un laboratoire en matière de démocratie. En résumé, par rapport à la fermeture de la frontière, je pense qu'il n'a pas voulu aller dans les détails du sujet. Mais il nous a promis que d'ici à là, nous allons atteindre le bout du tunnel. Et par rapport au président Boni Yayi, le chef d'État lui a tendu la main. Humblement, je lui demanderai en tant qu'ancien chef d'État d'accepter cette main tendue et que nous contribuons tous à l'essor de ce pays. Je pense qu'un bon leader à l'étape actuelle, c'est bien, cette sortie est une sortie que nous apprécions. Et j'aurais souhaité vraiment que tout ce qui est sorti de cet entretien puisse être concrétisé. Et qu'effectivement, nous l'avons remarqué hier, que le procureur de la justice a ordonné la mise en liberté définitive des détenus politiques. Et allons vraiment vers un rassemblement de tous les fils du pays. Les points sur lesquels les gens nous guettaient, c'est surtout par rapport à sa pérennité au pouvoir. Il a rassuré tout le monde en mettant le veto sur le renouvellement, 2 mandats au plus. Et voilà, tout le monde est rassuré. Je crois qu'il est dans une bonne option. Les Béninois, en particulier les Africains de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, attendent beaucoup des déclarations des chefs d'État qui ne se prononcent presque pas sur l'avenir du franc CFA. Donc je trouve quand même que c'est assez audacieux pour le chef de l'État de s'être prononcé sur ces aspects-là, particulièrement la question du franc CFA. Non, si chaque fois on doit voir piège, on doit voir que c'est un piège, c'est chaque fois des pièges un peu partout là, on ne va pas avancer. Parce que la manière de faire l'opposition dans mon pays, il faut que ça change aujourd'hui. Sinon, ça ne peut pas aller, le pays ça ne peut pas avancer. Il faut que ça change à partir d'aujourd'hui. Quand la personne vous tend la main, venez. Il y a un adage dans mon pays qui dit Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand quelqu'un t'appelle pour que vous puissiez discuter, viens d'abord. C'est peut-être dans les échanges, quand ça ne va pas, tu poses tes jalons, tu poses tes vérités. Par rapport à la question des frontières, mon souhait quand même que ça soit dénoué parce que ce n'est pas seulement les Béninois qui en souffrent, les Nigériens et les Béninois du Nigeria aussi en souffrent. Donc si je sais que c'est un négociateur né qui réussit quand même à décrocher beaucoup de bonnes choses pour le Bénin, qu'il essaye quand même de continuer pour que les Béninois puissent dire notre président a de la valeur. Notre président est un homme qui a du cran, qui a de l'audace et qui arrive à décrocher les bonnes décisions. C'est ça ce que nous attendons de nos autorités.
ministre d'État Abdoulaye Biotane au palais impérial de Niki à la tête d'une importante délégation. Il a échangé avec l'empereur Chabina Ina III et les membres de sa cour. Le ministre d'État est porteur d'un message de soutien du chef de l'État à l'endroit des communautés Batombo, Bo et assimilées. À la sortie du palais, le représentant du chef de l'État s'est confié à Aziz Alagbé et à Michel Dako. C'est une grande fête, j'allais dire nationale, en tout cas une grande fête coutumière à laquelle tous les ans, les Béninois nombreux, que ce soit de Niki, de Parakou ou d'autres communes, viennent participer. Et je suis effectivement arrivé ici à la tête d'une importante délégation gouvernementale pour porter le message du chef de l'État, le message du gouvernement de solidarité envers cette communauté, envers Sa Majesté, le roi de Niki, pour dire combien c'est important. Et vous le savez, le chef de l'État a donné un très grand signal dans la dernière révision de la Constitution sur l'importance des chefferies. Et c'était une bonne occasion de venir redire concrètement aux autorités de cette ville, à la chefferie de cette région, que le gouvernement effectivement considère cette partie de notre leadership comme importante. Ce sont des projets qui sont inscrits dans le programme d'action du gouvernement et qui suivent le cours normal des études, mais aussi de leur mise en œuvre. Je peux confirmer ici, comme je l'ai dit tout à l'heure à Sa Majesté, que dans le budget de l'année 2020, il y a une partie non importante déjà des ressources indispensables à la mise en œuvre de ce projet. Célébration de la Gani à Niki, le clos de l'événement, c'est le parcours rituel de l'empereur le jour même de cette fête. C'est un parcours d'une dizaine de kilomètres à cheval. Ce trajet est marqué par plusieurs arrêts pour des fins cultuelles, mais aussi pour des hommages. Michel Dakou et Aziz Alagbé ont suivi le parcours de la Gani 2019 à Niki. Et puis, juste après ce parcours que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions, plusieurs ministres du gouvernement nous livrent leurs impressions. Ils sont au total 9 à avoir effectué le déplacement. Des éléments. Un vote à l'unanimité des députés ce jeudi à l'hémicycle. La proposition de loi portant modification et complétant la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin vient ainsi d'être adoptée sur la base des amendements apportés aux articles 21, 23 et 25 de l'ancien document voté le 17 septembre 2018. Un document dont l'application de certaines dispositions sur le terrain avait amené de l'eau au moulin de la crise électorale dernière. Pour ramener la sérénité dans le pays et unir tous ses fils et filles autour de son développement, le chef de l'État, Patrice Talon, avait alors initié un dialogue politique ayant abouti à plusieurs recommandations. Le présent vote en fait partie. Les partis politiques qui n'ont pas réussi à avoir leur certificat de conformité ont dû manifester en ce temps déjà la difficulté d'opérationnalisation de cet article relatif à la charte. Cette révision également a été réitérée lors du dialogue politique dernier. Et nous, en tant que signataires de la proposition de loi, nous n'avons fait que porter la volonté de toute la classe politique. Le nouveau texte corrige les insuffisances contenues dans l'ancien, dont les interprétations avaient conduit à l'incapacité de certaines formations politiques à prendre part aux joutes électorales d'avril dernier. Les goulots d'étranglement à l'application de la charte des partis politiques ont été levés et les compétitions sont désormais ouvertes à tous les partis politiques officiellement reconnus sur les autorités. Il faut pour le régime juridique de ces partis des règles simples, des règles claires. Le régime juridique doit s'articuler donc autour de la clarté et de la simplicité. Et c'est ce manque de visibilité pour certains qui a conduit à un certain nombre de ratés et de dérapages, notamment
ce que nous avons observé à l'occasion des dernières élections législatives. Outre cette loi, d'autres propositions de loi devraient suivre et compléter la liste des recommandations issues du dialogue politique. Des recommandations dont la traduction en actes devrait décrisper totalement le climat sociopolitique au Bénin, selon les observateurs. Vous venez plutôt de suivre l'élément relatif à l'adoption de la loi portant modification et complétant la charte des partis politiques, une proposition d'un groupe de députés accueillis par le père comme étant la mise en œuvre de l'une des recommandations du dialogue politique initié par le chef de l'État. On reste avec Guillaume Avienou pour vous annoncer que la coopération entre le Bénin et le Niger va davantage se renforcer. C'est grâce à un projet de traversée du Bénin du nord au sud par un pipeline pour le transport d'hydrocarbures du Niger. Les tests ont été adoptés à l'Assemblée nationale en fin de semaine. Un projet qualifié de pharaonique destiné à renforcer les relations de coopération entre le Niger et le Bénin. Les députés viennent en effet d'adopter à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord bilatéral signé le 23 janvier 2019 à Niamey entre la République du Bénin et la République du Niger dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Un pipeline enfoui qui a l'avantage de prémunir des nuisances environnementales, du siphonnage facile et de limiter les pertes lors des transports d'hydrocarbures, le tout renforcé par un système de surveillance performant de manière à rassurer l'ensemble du corridor qui va être traversé par le pipeline. Un investissement privé ultra structurant considéré par les deux États comme étant d'utilité publique. Cet ouvrage consiste à installer sur plus de 2000 km des tuyaux en matériaux très résistants, non corrosifs, qui permettent la circulation du liquide précieux qui va être pompé depuis les périmètres d'exploitation jusqu'à l'embarquement chez nous ici. Le passage du pipeline du nord au sud du Bénin va améliorer l'assiette fiscale du pays à travers le paiement de droits de transit. Les parties conviennent que pour le pétrole brut transporté par le système de transport, le taux unitaire du droit de transit sera $1,5 US, $0,50 US par baril au cours des 10 premières années de la période d'exploitation. Sous réserve des dispositions qui seront convenues dans l'accord du gouvernement, autre à compter de la 11e année d'exploitation, ce taux unitaire de droit de transit sera révalorisé de $0,25 US chaque 5 ans sur le prix du baril transporté pour les 20 années à suivre. Cette révalorisation interviendra sans toutefois mettre en péril le projet. Le plafond sera de $1,5 US par baril. De la construction du pipeline à l'exploitation de l'infrastructure vont naître des milliers d'emplois, se félicitent gouvernements et parlementaires. Il faut déjà songer à former les jeunes béninois en quête d'emploi à cet effet et renforcer les capacités des acteurs de produits pétroliers par des actions de formation dans toutes les spécialités relatives au système de transport. Est-ce que avec ce dossier, nous pourrions profiter pour demander, en attendant la réalisation des chemins de fer de la sous-région, si nous pourrions profiter et demander la réhabilitation au moins des chemins de fer entre le Bénin et le Niger. Quand on parlait en 2016 du PAG, les gens se disaient que c'est un rêve, c'était irréalisable. Mais c'est que ce gouvernement avait son plan d'action, comme je le disais, et c'est une des preuves qui est cet accord signé avec brio. L'exécutif semble avoir déjà anticipé. Le chemin de fer est un projet entre les deux gouvernements
Or, ici, nous sommes dans un cas privé qui s'intéresse rien qu'au pétrole. Les dispositions prises par rapport à la formation de nos cadres, il faut dire, là, c'est en deux étapes. La première étape, c'est ce que nous avons engagé actuellement pour former donc, la plupart des ouvriers qui vont travailler sur les chantiers pendant les 2 ans que durera la construction du projet. Dans les prochains jours, les parlementaires devraient être conviés à un atelier d'imprégnation de tests de loi complémentaires pour la phase dite ultime de la réalisation de ce projet entre le Bénin et le Niger. Célébration de la Gani à Niki, je vous le disais, le clou de l'événement, c'est le parcours rituel de l'empereur le jour même de la fête. C'est un parcours d'une dizaine de kilomètres à cheval. Ce trajet est marqué par plusieurs arrêts pour des fins cultuelles, mais aussi pour des hommages. Michel Dakou et Aziz Alagbe ont suivi le parcours de la Gani 2019 à Niki. Voilà, c'est le jour de la Gani et le moment le plus fatidique, c'est le parcours rituel. Un parcours rituel que mène l'empereur avec toute sa troupe, avec certains dignitaires, une cavalerie bien orchestrée et une horde de personnes qui le suivent. Un parcours d'environ 12 km jonché d'arrêts, des stationnements. À chacun des stationnements, l'empereur fera soit des prières, des rituels, soit il rendra hommage à des illustres personnalités de son empire. Et une fois revenu ici, après le parcours rituel, le souverain va s'installer dans sa case ronde, le Sikor, on l'appelle. De cette case ronde, l'empereur suivra les cavalcades, en tout cas les festivités de la Gani, y compris les allégeances de tous les dignitaires, de tous les princes qui passeront, qui ont le droit de passer dans cette cour. Point de départ du cortège impérial, la cour du palais. L'empereur sur son cheval, attribut et parure royaux au point, visite à la première station, les Manou ou des Mandou. C'est chez le chef du culte musulman à 2 km du palais royal. Voilà, c'est le premier arrêt de l'empereur. Après 2 km de parcours, il s'arrête à Demandou. Nous sommes ici à Demandou, chez le chef du culte musulman. C'est celui-là qui, entre-temps, un premier marabout venu avec son roi, bien sûr, qui ont décanté les situations de déchirement, les guerres entre dynasties ici à Niki. Et l'Empire a retrouvé sa paix totale, sa quiétude totale. Et depuis 7 ans, l'empereur rend hommage à l'imam qui est le chef du culte musulman. Deuxième arrêt, à 2 km 5 du palais, Toyankou Bakarou ou Teyankou Bakarou. C'est ici que les préparations mystiques des guerres se faisaient avant d'aller au champ de bataille. Ainsi donc, le roi ici va faire quelques prières, quelques rituels avant de poursuivre le parcours rituel. Nous sommes ici à Dakirou, cette place qui marque le 3e arrêt de l'empereur. Dakirou, c'est aussi une place chargée d'histoire, puisque ici, des personnes de l'histoire qui défendaient la cité empirique ont miraculeusement disparu sous terre. Ils ont fondu sous terre et depuis ce jour, l'empereur, le souverain s'arrête ici pour faire des prières et honorer la mémoire de ces disparus. Après Dakirou, l'empereur et sa suite rejoignent Bantiaro, un demi-kilomètre un peu plus en avant. À la suite de Bantiaro, le palais royal de Danri, la station numéro 5
situé à 6 km de la cour impériale. La station numéro 6, en plein cœur de la cour du palais, l'emplacement des tambours sacrés. L'empereur se présente devant les tambours sans aucun cérémonial particulier. Puis, le cortège quitte la cour pour se rendre à Bakwilou, à une dizaine de kilomètres environ, le 8e arrêt du cortège impérial. Une fois encore dans la cour du palais, devant les tambours sacrés, l'empereur se présente une deuxième fois aux tambours impériaux. Neuvième et dernière station, toujours dans la cour du palais. Le Sinaboko descend de son cheval, rentre dans la case ronde, le Siko. Il y retrouve sa sœur Nyokogi. Entouré de ses ministres et autres hauts dignitaires de la cour, il suit de l'intérieur du Siko le déroulement des festivités. Et juste après le parcours rituel, plusieurs ministres du gouvernement nous livrent ici leurs impressions. Je participe à la Gani et c'est avec un réel émerveillement, beaucoup de joie et surtout une grande fierté parce que je me rends compte à quel point notre pays et la culture est immensément riche. Depuis hier, j'ai passé de merveilleux moments et je garderai, je pense, un très bon souvenir et j'espère que les années à venir, je pourrai toujours être présente pour participer aussi. C'est une très grande fête, un grand événement dans l'histoire de notre pays. Et vous voyez que c'est une belle fête, riche en couleurs, riche en cérémonies, à la fois culturelles et culturelles. Près de la moitié du gouvernement est présent ici aujourd'hui. Et nous devons célébrer nos traditions pour les garder longtemps. Et c'est pour ça que les modifications récentes de la Constitution, notamment au niveau de la reconnaissance de la chefferie traditionnelle, est une bonne chose, qui est une parole tenue du chef de l'État. D'abord, je vais souhaiter une bonne célébration à tout le monde. Et effectivement, en tant que fille de Niki, je suis fière d'être ici avec mes collègues membres du gouvernement pour célébrer cette fête et répondre à l'invitation du Sinaboko de l'empereur. La fête de la Gani est une fête qui rayonne au-delà de notre pays, au-delà de Niki et au-delà de notre pays. Et au fil des années, nous nous rendons compte que les besoins, non seulement en termes logistiques, en termes d'hébergement, évoluent. Le gouvernement prend des dispositions pour que l'ensemble de notre site touristique soit en fait valorisé, pour que nous puissions mettre en avant notre culture pour développer notre pays. Tout à l'heure, nous avons fait la remise de sites. Le ministre du Tourisme et de la Culture et le maire de la ville de Niki ont procédé à la remise de sites pour que la construction de l'arène puisse démarrer. Une longue vie, une santé de fer, afin que tout son empire, tout son royaume puisse également se porter bien. Parce que quand le roi se porte bien, il est en mesure de faire face donc aux sollicitations de sa population. Donc je peux que lui souhaiter bonne chance et bonne fête pour la fête pour laquelle nous avons tous conviés ici. Et vous voyez, nous sommes 9 ministres du gouvernement, ce qui est rare. En dehors du conseil des ministres, c'est très rare qu'un événement puisse réunir autant de ministres. Cela veut dire que nous avons à cœur de valoriser notre tradition. Vous savez que c'est l'État, à l'époque où j'étais ministre, qui a construit ces arènes ici et qui a fait des travaux du palais. Aujourd'hui, vous savez que dans le PAG, il y a un vaste programme pour construire des arènes encore plus magnifiques et construire un palais royal qui donnera envie pour que autour de cette fête de la Gani, nous puissions développer non seulement les fêtes endogènes, les fêtes identitaires, mais surtout développer le tourisme dans notre pays. Alors, nous assistons à une fête dans la pure tradition Batonou, une population en liesse, très colorée, très enjouée, avec des cavaliers bien parés. Je crois que nous sommes là dans l'expression même de la culture béninoise. Je suis très impressionné. C'est un message pour montrer que le gouvernement du président Talon
c'est qu'il faut compter avec la culture, qu'il faut compter avec nos valeurs, qu'il faut compter avec ce qui est à nous. Dans ce cadre, et pour être dans la logique de ce que je viens de dire, à partir de l'année prochaine, on va ériger un nouveau palais sur financement du budget national. Un palais tel qu'on n'a jamais connu ici. Une preuve de plus que le gouvernement du président veut donner de la valeur, de l'expression à ce qui est de notre patrimoine national. L'ancien président Mathieu Kérékou n'aurait jamais voulu devenir le propriétaire de sa résidence des Filao. C'est ce qu'a confié à la presse en fin de semaine à Porto-Novo un vieil ami de l'ancien chef d'État béninois. Guillaume Avienou et Brice Rongbo pour plus de précisions. Mathieu ne dira jamais que c'est sa maison. On a eu d'autres occasions à effleurer ça, maintenant. Qui des Béninois pourrait mieux que Karim Urbain da Silva éclairer les lanternes de leurs compatriotes sur le vrai propriétaire de la résidence des Filao à Cotonou, une résidence où avait habité feu général Mathieu Kérékou. Difficile de répondre à la question. Toujours est-il que celui qui déclare avoir côtoyé l'ex-président de la République du Bénin des décennies durant, le sage de Porto-Novo affirme avec vigueur que le président Mathieu Kérékou n'a jamais voulu devenir le propriétaire de sa résidence des Filao. On était si liés que je pouvais offrir à Mathieu 15 parcelles, 10 parcelles. Et que peut-être aujourd'hui, je vais voir ce que je peux faire pour les enfants. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Remontons alors à l'histoire de la résidence des Filao depuis l'époque de l'officier des forces armées dahoméennes d'alors Mathieu Kérékou au général président Mathieu Kérékou. En tant que capitaine, il me dit, moi j'avais, là où j'étais logé, à ma gauche, le capitaine Kofi. On a eu une affaire de famille. J'ai dit à Kofi qu'on le loge ailleurs. J'ai enlevé la clôture, j'ai intégré. Je suis devenu leur patron. On a fait intégrer les autres. Et après, le 16 janvier, les Coréens sont venus me voir qu'ils doivent construire une base pour la sécurité. Il m'a amené, on a vu. Il me dit, ah, Mathieu, si tu te caches ici, et moi, on en a beaucoup ri. Il me dit, ah, j'étais ton président, j'étais ton chef, non? Bien sûr, ah, si on tue, c'est le chef qu'il faut sauver. Si on tue le chef, il n'y a plus rien. Donc, il m'a expliqué comment ça puisse agrandir jusque-là. Karim Urbain da Silva estime donc que la guéguerre entre les enfants de l'ex-président de la République et l'État béninois au sujet de la résidence des Filao devrait être vite oubliée. On aurait pensé à moi, j'aurais venu me voir. Que je leur aurais dit ce qu'il en est. Parce que les enfants, je me mets à leur place. J'ai des enfants. Si dans une maison qui fut peut-être la mienne, où ils ont grandi, si je ne l'ai pas appelé pour dire que cette maison ne m'appartient pas, là, il va y avoir confusion. Je crois que c'est ce qui se passe. Leur père, que j'ai ça ne repose en paix. C'est un homme noble. Il ne cesse de le répéter. Il dit, moi, je suis vraiment. Ce que vous donne à garder, ça ne doit pas être de votre propriété. Même si on vous le vend, vous le vendre, vous dites non. Parce que les papiers peuvent disparaître. Que demain, et puis demain, avec les petits-enfants, on dit, la maison là, c'est pour l'État.
Quelle est la preuve qu'ils pourront donner? Pour mettre un terme à la polémique autour de la résidence des Filao, Karim Urbain da Silva propose ses services d'historien et d'amis intimes du président Mathieu Kérékou aux autorités béninoises. Le Centre d'action humanitaire du roi de l'Arabie Saoudite vole au secours des personnes victimes des dernières inondations et des handicapés et des personnes du troisième âge. Sous la supervision du ministre des Affaires étrangères, une tournée nationale a démarré jeudi dans ce cadre. Les précisions avec Jérôme Mouba. Le Centre humanitaire du roi Salman d'Arabie Saoudite réédite son accompagnement aux actions du gouvernement dans le volet protection civile. C'est à travers les sacs de riz et les kits alimentaires. Les kits alimentaires, en général, c'est en direction des populations les plus démunies. Et de manière classique, ils le font dans presque tous les pays. Et depuis un certain temps, pour soutenir aussi l'effort du gouvernement du président Patrice Talon, ils ont décidé aussi de venir en appui aux populations. Ce que nous avons amené, c'est juste sur instruction du Royaume d'Arabie Saoudite, le roi Salman Ben Abdelaziz ainsi que le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et ce sont donc sur ces instructions que nous sommes venus avec ces kits alimentaires que vous avez pour remettre vraiment aux bénéficiaires. Le gouvernement du Bénin est là pour vous aider. Vous avez constaté depuis ce sinistre qu'il est toujours à vos côtés. C'est le témoignage encore ce jour. Je souhaite que les vivres que vous allez recevoir tout à l'heure, que vous les utilisez dans de bonnes conditions. C'est eux, les bénéficiaires, les grands bénéficiaires. Nous allons faire en sorte que chacun d'eux aura ce qui leur revient pour ce que vous nous donnez. Après à Thiémé, la deuxième catégorie de bénéficiaires est le centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Les 45 apprenants, dont 12 femmes, doivent prendre 3 repas par jour pendant les 18 mois de formation. Je voudrais au nom du personnel, des apprenants du centre, réitérer mes sincères remerciements à la délégation saoudienne pour leur ferme volonté d'accompagner cette couche vulnérable que constituent les personnes en situation de handicap. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, le centre Les Petites Sœurs des Pauvres est la dernière étape où sont internées et prises en charge les personnes du troisième âge abandonnées. Nous sommes très reconnaissantes pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et d'avoir pensé à nous, à penser aussi aux pauvres, penser aux centres comme la nôtre. Et nous disons qu'on pense qu'il doit continuer à venir, ce n'est pas seulement aujourd'hui, parce que les pauvres, ils ont faim aujourd'hui, ils vont en avoir faim encore demain. Le message, c'est que, effectivement, que cela profite aux populations, que cela profite, disons, aux personnes que nous appelons les ayants droit, comme on a dit, les personnes du troisième âge qui sont déposées ici. Par exemple, ça puisse aussi renforcer le centre dans l'effort louable qu'ils sont déjà en train de faire. C'est un total de 1745 sacs de riz de 25 kg et 1709 kits alimentaires qui vont être distribués aux couches ciblées par le ministère des Affaires sociales et de la famille. L'Organisation internationale d'Arrêt-Aide vient elle aussi en aide aux sinistrés des dernières pluies. La cérémonie de remise de dons a eu lieu au ministère des Affaires sociales et de la microfinance jeudi dernier. Bruno Soali nous en dit plus. Encore un soutien aux sinistrés des inondations qui ont fait suite aux dernières pluies. Direct-Aid, fort de son partenariat avec le gouvernement béninois, fait œuvre utile. Un geste de générosité en réponse à la sollicitation du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Pour exprimer le sentiment de Direct-Aid envers la population béninoise et surtout la population vulnérable et surtout la population touchée par les inondations. Direct-Aid, depuis son première existence au Bénin, elle a essayé toujours de répondre vite et rapidement à tous les appels de secours. C'est pour cela, chaque année, Direct-Aid vient en aide de la population touchée par les inondations.
je dis à Madame la ministre que nous serons toujours avec vous. Direct Aid sera toujours présente pour aider par tous les moyens qu'il a la population béninoise et surtout les enfants et les femmes et surtout la couche vulnérable. Le don de solidarité aux sinistrés composé de 100 cartons de vêtements, des draps, des chaussures, des sacs, des packs de fournitures scolaires et des fauteuils roulants pour les personnes handicapées, le tout pour redonner la joie aux populations rendues vulnérables par les dernières pluies. C'est la ministre des Affaires sociales en personne qui reçoit les dons. C'est l'occasion pour moi là d'exprimer la reconnaissance de l'État béninois et de son gouvernement. Notamment là, vous avez vu avec les appuis dont nous faisons réception aujourd'hui. Donc au nom des couches sociales défavorisées, des personnes vulnérables, des personnes sinistrées, vers lesquelles vont être convoyés ces dons, j'exprime leur remerciement aussi à Direct Aid et je tiens à les rassurer que nos services feront diligence pour que ces dons soient distribués comme il se doit. L'organisation internationale coïtienne Direct Aid est une structure humanitaire et sociale présente au Bénin depuis 1997. Le présent appui aux sinistrés de nos villes inondées renforce davantage la collaboration entre Direct Aid et l'État béninois. Intéressons-nous maintenant à la deuxième édition des retrouvailles Midofi. L'événement est prévu pour se tenir demain dimanche dans la commune d'Abomey-Calavi. Les rythmes traditionnels et les spécialités culinaires de la communauté seront revisités au détour d'un moment de partage et de fraternité. Le président du comité d'organisation s'exprime ici au micro de Renaud Akako et de Igor Ayosso. Le dimanche prochain, nous organisons dans la commune d'Abomey-Calavi la deuxième édition des retrouvailles du réseau Midofi. Le réseau Midofi, c'est un réseau qui a vu le jour l'année dernière. Le constat, c'est que tous ceux qui relèvent de la communauté à Fond-Aoku, qui résident dans la commune d'Abomey-Calavi, nous sommes nombreux, mais on ne se connaît pas. On se dépasse tous les jours et on s'est dit que si on s'entend, on se connaît, on peut faire de grandes choses. L'idée est partie de là. Parmi les activités phares que le réseau organise, il y a les retrouvailles. Nous profitons pour faire découvrir les rythmes traditionnels tels que à Konron, Zenli, à Botiebou, Lomba, Sato, etc. qui sont des rythmes qui représentent l'identité de la communauté à Fond-Aoku. Mais l'événement de cette année, sa particularité, c'est que ça va se dérouler en deux phases. Dans la matinée, il y aura le volet intellectuel, où il y aura une communication. Il s'agit en réalité de débattre d'un thème qui concerne les infrastructures prévues et réalisées au PAG dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous allons communiquer sur ça. Ce sera notre manière au niveau du réseau Midofi de contribuer à l'évolution du milieu dans lequel nous vivons. Et nous invitons tous les élus locaux, tous les conseillers communaux, les amis, les sympathisants, les adhérents du réseau Midofi à être présents sur les lieux. Il s'agit de la cour arrière des bureaux de la mairie d'Abomey-Calavi le dimanche 10 novembre 2019 à partir de 11h pour suivre la communication des deux professeurs. Après cette communication, il y aura le volet culturel et artistique où il y aura les louanges de panégyrique crânique, il y aura les rythmes traditionnels de chez nous et ensuite il y aura la dégustation des mets dont nous perdons souvent. Nous avons commencé à perdre l'habitude. Je voudrais inviter tous nos frères à Fond-Aoku qui résident dans la commune d'Abomey-Calavi de sortir massivement pour venir vivre ces événements historiques que nous prenons désormais l'habitude de le faire chaque année. La deuxième édition du Forum régional francophone de partage de bonnes pratiques sur les droits de la santé sexuelle et reproductive s'est achevée à Cotonou. C'est une action de sensibilisation et d'éducation des jeunes. Au Sénéa délégué Simon Villon. Santé, droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes, une priorité des gouvernements en Afrique. 10e édition
de ce forum initié par le mouvement d'action des jeunes béninois pour la promotion de la famille se creusait vise à réunir les organisations de jeunes et de jeunesse de l'Afrique de l'Ouest francophone autour des questions relatives aux droits de la santé sexuelle et reproductive. Pour que chaque adolescent et jeune puisse faire des choix éclairés au sujet de sa vie et jouisse de ses droits à la santé et au bien-être, nous nous engageons à mieux assurer notre place de leader à travers nos organisations, réseaux et plateformes pour la promotion et la défense de tous les droits des jeunes, en particulier ceux marginalisés, vivant avec des handicaps et ou de situations difficiles. Soutenu par le consortium ABMS, ABPF, Carbinet Togo, ce forum d'échange est salué par le ministre des Sports béninois. Nous sommes fiers de voir que des jeunes Africains ont décidé de s'engager pour le présent et l'avenir de leur continent. Que quand on est jeune leader, on doit être exemplaire. Quand on est leader, on n'a pas besoin d'avoir 60 ans. On a juste besoin, dans ce qu'on a choisi de faire, dans ce qui nous passionne, dans l'endroit où nous nous trouvons, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et il faut savoir enfin que l'exemplarité, c'est aujourd'hui le meilleur moyen d'éduquer. La représentante du ministre de la Microfinance et des Affaires sociales a saisi l'occasion pour manifester sa satisfaction vis-à-vis de l'initiative. Elle vous encourage ainsi donc à continuer de vous battre inlassablement pour relever les défis du temps actuel. Car selon elle, vous en avez les potentialités et elle croit en vous. C'est donc sur ces mots d'encouragement et d'espoir que je voudrais, au nom de Madame le ministre des Affaires sociales de la Microfinance, déclarer le présent forum francophone de partage de bonnes pratiques sur les droits à la santé sexuelle et reproductive officiellement clos. Des communications, des panels de discussion sur les thématiques en rapport aux questions de droits de la santé sexuelle et reproductive étaient au cœur de cette édition. Un nouvel album au Lodjobi, une nouvelle appellation, les Teriba, une tournée au Maghreb et aux Caraïbes. Ce sont les points importants d'une conférence de presse animée par les sœurs Arissou du groupe Les Teriba. À l'occasion, la presse a eu la primeur de nouveaux clips vidéo de ce groupe. Vous retrouverez cet élément dans nos prochaines éditions. Eh bien, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.